Bonjour à tous et bienvenue à vous à l'épisode 475 de TechCraft, votre émission de divertissement technologique et vidéo ludique. OSINT, Minitel, Linux et la tech qu'on regrette, on en parle cet après-midi avec le public de Podren. Sound City présente TechCraft. Alors je vous dirais bien comme d'habitude que c'est jeudi, qu'on est proche de la fin de la semaine, mais c'est pas le cas, on est encore plus proche de la fin de la semaine, puisqu'on est dimanche sur le plateau de Podren. Et je ne suis pas seul, je suis avec Jackie, Bigaston et Hirslo. Salut à tous, comment ça va? Ça va bien, super. Et toi? Ça va, c'était plus long cette semaine pour arriver à TechCraft, n'est-ce pas? C'est bizarre, il y avait quelques jours de plus, c'est vraiment étrange. Ouais, surtout qu'il n'y avait pas jeudi en fait. Oui, c'est ça. J'ai pas eu jeudi. Voilà. Bon, qu'est-ce que je veux dire? On va pas traîner, on va passer directement à l'introduction si ça vous va? Mais oui, carrément. Allez, c'est parti. C'est l'introduction. Bon, on va essayer de faire vite aujourd'hui. Oh, tu parles, c'est encore un truc qui va durer des heures, ça. Bon, alors d'habitude, on vous donne des sujets qui nous bottaient la semaine, mais là, on va plutôt vous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas, ce que c'est TechCraft. Je vous dirais bien que ça n'a rien à voir avec Minecraft, dont le nom ressemble un petit peu. Mais en fait, si, parce que c'est quand même le cœur de sa naissance. Mais ça, je vous le laisserai découvrir sur le site de techcraft.fr. Non, TechCraft, c'est un podcast qui vous raconte la tech de la semaine en la résumant, la simplifiant, en donnant nos avis. Le tout dans une ambiance plutôt décontractée, le tout sans pub, sans sponsor et autres polluants. Voilà, ça c'est dit. On vous parle aussi de nos coups de cœur, de nos coups de gueule, des initiatives notables de la semaine et parfois aussi des dossiers dédiés comme on va faire cet après-midi avec vous. L'enregistrement se fait en live depuis 13 ans tous les jeudis dès 21h et c'est disponible en podcast quelques minutes après l'épisode. On est 8 à co-animer l'émission cette année. Ça peut changer avec les années et avant de vous laisser avec les présents, les laisser se présenter, moi je voudrais quand même citer les absents de ce soir. Vous voyez par effet que j'ai écrit ce soir mais de cet après-midi. Nous avons Benzen, notre spécialiste de salade de news qui nous choisit toujours des news aléatoires mais qui lui parle et qui nous résume pour nous. On a Sam qui devait être présent avec nous mais qui a été pris par un déménagement plus rapide que prévu initialement. C'est notre fanboy Apple qui risque chacun de ses épisodes sur des versions bêta de macOS mais qui nous transmet quand même les nouveautés Apple avec passion. Sam, on pense à toi, tu devais être avec nous. Pof que vous connaissez tous car fondateur de PodCloud mais qui n'a pas pu pour des raisons de parentalité prenante, sacrée maladie de nos jours ça, qui du coup n'a pas pu être là, et Draven, notre spécialiste cinéma reconverti pour TechCraft en spécialiste IA, qui n'a pas pu être là cet après-midi parce que hier soir ce Guitar Hero a dû exercer son talent pour un concert mémorable à l'autre bout de la France, donc voilà pourquoi il n'a pas pu être là. Et puis, il y a les présents cet après-midi avec nous. Donc, je vais laisser chaque personne se présenter. Jackie. Ouais, bah, moi je suis Jackie Ratzenberger, je suis dans TechCraft depuis 2 ans et j'aime bien m'intéresser à tout ce qui toute la tech avec une application pratique. Avec une petite couche de Excel. Ah, des fois, ouais. Et d'automobile. D'automobile, d'électricité, il y a un peu de tout. Bigaston. Du coup moi c'est Bigaston, bien que je sois le plus jeune de ce podcast, c'est moi qui râle le plus sur toutes les technologies que je juge inutiles. Autant vous dire que c'est moi qui râle beaucoup sur l'IA, qui parle de libre, etc. Mais dans la vie de tous les jours, je bosse dans le jeu vidéo, donc j'essaie d'apporter cette expertise-là aussi à l'émission et au savoir-faire de l'émission. Voilà.
Hirslo, moi c'est plutôt le côté Microsoft qui m'intéresse et le côté éducation, mais j'hésite pas à taper sur Microsoft quand ça plaît pas. Il Ça me plaît pas il faut souvent. Voilà. Et après on a donc Kenton. Oui, c'est ça, créateur de Techcraft avec d'autres gens qui ne sont pas là. Mais en tout cas, voilà, je fais du podcast, je fais C'était mieux avant, Café Clutch, qui est aussi dans les pays lointains. Terrasse On a interdite. Pablas qui était là, voilà. Et puis voilà, tous les jeudis, on est là pour vous faire un petit peu la review de la tech de la semaine qui nous a intéressés. Dernière petite partie d'intro, ici il y a un micro à disposition. Si vous avez des questions pour la news, vous intéressez, vous faites des signes, quelque chose, vous pouvez venir poser la question. On va suivre aussi, pour ceux qui nous suivent en live, le chat du live de Podren, qui sera suivi ici en temps réel. Et a priori, chaque news se termine par une question. On vous fera interagir avec nous en prenant le micro devant la scène ou en s'exprimant de manière générale, parce qu'on va avoir quand même quelques questions qu'on vous posera tout au long. Parce que Techcraft, ça ne peut pas être interactif habituellement, vu qu'on est en live ou très peu par rapport aux gens qui nous suivent. Mais là, comme on est en public, on va vous faire intervenir à mort. Je vous propose qu'on commence déjà, si ça vous va. Mais carrément, Allez, c'est n'est-ce pas parti. Eh ben écoute, on va commencer par la parenthèse Microsoft. Non, c'est pas le bon, c'est celui-là. C'est quoi? C'est la parenthèse Microsoft. Microsoft? Il va y avoir des écrans bleus, c'est sûr, ça je le vois déjà. Hirslo. Alors, ce soir, je vais pas vous parler que de Microsoft, non. Je suis parti plutôt sur un quiz pour commencer l'après-midi. Je vais vous présenter des inventions souvent originales, peut-être plus classiques, et à chaque fois, je vais vous proposer 3 séries avec 3 inventions, et vous allez devoir trouver celle qui n'est pas vraie. Non, on a décidé J'ai pas de cadeau. Ayant Je sais distribué tout mon lot de Non, cadeaux non. pourris ce matin, il y en a Voilà, plus, les cadeaux malheureusement. pourris, on les a laissés aux autres podcasts. Alors, le public, vous allez bien sûr pouvoir jouer. N'hésitez pas à lever la main. Les chroniqueurs ici présents vont aussi jouer. Ça se Donc trouve, voilà, on gagne. mais les meilleurs gagneront le respect de Techcraft. Ouais, c'est ça. Ça vaut bien tout le l'or du respect. monde. C'est ça. Bon, bah écoutez, on va commencer avec la première série. Moi, je vous propose par exemple, les Adidas X Crazy Fast Bugatti, qui se veulent être les chaussures les plus rapides jamais conçues. Ces chaussures sont disponibles en série ultra limitée de seulement 99 exemplaires, et chaque paire s'accompagne d'une NFT pour une expérience qui mêle physique et numérique. Un concentré d'innovation dans l'univers de la chaussure de sport. Ce serait le fruit d'une collaboration hors du commun entre 2 géants de leur industrie respective. Et avec seulement 99 exemplaires produits, l'Adidas X Crazy Fast Bugatti est devenu instantanément un objet de collection très convoité. La paire physique associée à son pendant numérique sous forme de NFT a fait l'objet d'enchères disputées entre passionnés de sneakers rares et amateurs d'innovation technologique. Ça peut être vrai. Hein. Ah non, ça c'est faux. Première. Ah, c'est à la fin qu'on Non, je vous propose les 3. Ah, d'accord. Tu me Ah, proposes et les nous trois, on d'accord. débat pour savoir laquelle est la bonne. Toujours Ok. la première série. Des chercheurs américains ont eu l'idée insolite de concevoir des lunettes de réalité virtuelle, c'est pour toi Big Ah, Gaston, c'est pour moi, ça la VR. spécialement adaptées aux souris de laboratoire. L'objectif, c'était étudier leur réaction dans un environnement plus réaliste et plus immersif que dans les dispositifs qui existaient actuellement. Donc, juste pour qu'on comprenne, avec les lunettes, elles lisent mieux, c'est ça? Non, elles Non, c'est ont pas ça. un univers dans lequel elles se projettent, elles n'ont pas uniquement des écrans D'accord. qu'on leur proposait avant. Donc là, elles ont vraiment l'impression d'être dans un autre Projeté dans univers. un univers, ouais. Et grâce à ce système de réalité virtuelle miniaturisé, les souris sont plongées dans des situations proches des milieux naturels et leurs réactions face à différents stimuli n'en sont que plus authentiques. Et cela permet aux scientifiques de récolter des données plus fiables sur les comportements et sur leur activité cérébrale. Et cela, en affinant la compréhension du cerveau des rongeurs, ces expériences en VR pourraient permettre d'ouvrir la voie à de nouvelles découvertes dans le domaine médical. Et les souris, il faut savoir qu'elles sont fréquemment utilisées comme modèles pour étudier les pathologies humaines, et elles livreraient ainsi de précieux enseignements pour faire progresser la recherche. J'espère que c'est faux. J'espère Pour aussi. moi, c'est inconsciemment, plus hein, probable parce que les NFT Alors. de basket. Hein. Passons à la dernière innovation de cette première série. Une équipe de jeunes chercheurs français vient de dévoiler une invention pour le moins inattendue, mais très prometteuse. C'est le traducteur d'émotions. C'est un appareil capable de détecter et de verbaliser les émotions humaines en temps réel. Il a été présenté la semaine dernière lors du Salon européen des technologies du quotidien.
Et ce petit bijou technologique pourrait bien transformer les interactions personnelles et professionnelles. Alors ça rassemble une montre connectée au design sobre, et l'appareil est équipé de capteurs biométriques ultra sensibles, d'un logiciel d'analyse émotionnelle qui est basé sur l'IA, bien sûr, et il mesure en continu des indicateurs physiologiques tels que la fréquence cardiaque, la conductance de la peau, les micro-expressions du visage, et le tout est interprété pour identifier les états émotionnels comme la joie, la tristesse, le stress ou encore l'enthousiasme, et s'afficher discrètement sur un écran ou annoncé par retour vocal. Alors les chercheurs nous disent que l'objectif n'est pas de trahir les émotions, mais d'en faciliter la compréhension, notamment dans les situations où elles sont difficiles à exprimer ou à détecter. Ça, c'est Léa Bertrand, principale chercheuse du projet, qui nous donnait ces infos. Et l'outil a été conçu à l'origine pour aider les personnes atteintes d'alexithymie, donc la difficulté à identifier les émotions, ou pour les enfants neuroatypiques, pour qu'on comprenne mieux ce qu'ils ressentent et partagent. Voilà, mais les applications dépassent largement le champ médical et le traducteur d'émotions suscite déjà l'intérêt des entreprises du secteur des RH, des enseignants ou encore des thérapeutes. Donc imaginez une réunion où chacun pourrait identifier les tensions latentes ou dans la salle de classe un enseignant qui pourra adapter son approche selon les états émotionnels de ses élèves. Commercialisation prévue courant 2026. Alors, d'après vous, quel serait... Non, je ne répondrai pas à des questions. Non, mais j'ai pas de question. Moi, j'ai juste pour moi tes premières baskets. Qu'il y ait des baskets avec des NFT, moi, ça m'étonne pas. Non, ça, Ouais. Vu le délire avec. Mais pour moi, il y a un truc que tu as dit qui ne colle pas, c'est Bugatti. D'accord. Je pense que Peugeot, Citroën ou j'en sais rien, je ne sais quel autre groupe, Lamborghini, ça m'aurait pas étonné, Ok. Ferrari, mais Bugatti, pour moi, ils ont trop dans le côté select et tout pour se mettre ça avec une marque de basket. Ok. Surtout un projet aussi fumeux que ça. Est-ce que dans le public, il y a des gens qui ont une idée de l'invention qui n'est pas vraie? Levez Est-ce peut-être que- la main pour la une. Ouais, la une pour les chaussures entre Adidas et Bugatti? Non, vous pensez que c'est vrai? Ok. Levez la main si vous pensez que c'est pas vrai. Qui pense que la lunette de VR pour les souris n'est pas vraie? Qui pense que le traducteur d'émotion n'est pas vrai? On est presque sur l'ex-aequo sur les trois. Hein. Non, c'est pas la même chose. On est presque en ex-aequo sur les trois. Ouais, non, Ouais, non, c'est pas je loin, pense hein. que c'est quand même réparti, les hein. lunettes de VR Hein. Ouais. qui sont totalement vraies, les lunettes de VR. C'est Non. totalement vrai. Oui, Big Gaston, tu vas pouvoir développer pour rendre les souris plus heureuses et leur faire du drone. Oh punaise, au secours. Oui. Et non, c'était donc le capteur d'émotion le traducteur d'émotion n'existe pas. Ah bah Il a non, été ça. généré par de l'IA. Mais moi, ma question, c'est qu'est-ce que Bugatti fout dans ce projet Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu sais, c'est ça appartient Volkswagen, à hein, mais, Volkswagen, donc c'est Ouais, pas. Ouais, au secours, quoi. Bon, je vous propose de passer à la deuxième série. Allez, on va parler d'abord du Cubitron. Du Cubitron, c'est une nouvelle invention qui pourrait révolutionner l'informatique. C'est une équipe de chercheurs franco-canadiens qui vient de dévoiler une avancée technologique majeure dans le domaine de l'information quantique. C'est le Cubitron, une machine expérimentale qui promet de rendre l'informatique quantique plus stable, plus accessible et surtout plus utile. Ce Cubitron, il est présenté comme un petit peu le Raspberry Pi de l'informatique quantique, un petit bijou technologique qui pourrait ouvrir la voie à une démocratisation du calcul quantique. C'est le fruit de 6 années de recherche qui sont menées entre l'université de Sherbrooke et le CNRS. Le Cubitron, il intègre une architecture hybride qui mêle les qubits supraconducteurs et l'intelligence artificielle embarquée. C'est un mariage étonnant, mais qui pourrait permettre de corriger les erreurs quantiques en temps réel, et ce serait l'un des plus gros défis actuels du serveur qui serait relevé. Alors, jusqu'à présent, les ordinateurs quantiques nécessitaient des infrastructures colossales pour fonctionner, et ils restaient confinés à des laboratoires, explique le professeur Léa Bernard. Et avec le Cubitron, cet appareil permet d'envisager une approche agile, un système compact, refroidi par mini-cryostats, capable d'exécuter des algorithmes quantiques simples et concrets. Le Cubitron, il faut imaginer qu'il a la taille d'un petit micro-ondes, il peut être connecté à un PC classique via USB-C, et son interface permettra de programmer des circuits quantiques en Python via une API ludique et éducative. Il ne remplacera pas les supercalculateurs quantiques à 1000 qubits, mais il permet aux chercheurs et enseignants et passionnés de tester et d'expérimenter sans dépenser des millions d'euros de budget. J'allais dire le prix, c'est combien? Alors, j'ai pas le prix de celui-ci, mais commercialisation prévue courant 2027 avec une bêta qui serait distribuée à 100 laboratoires partenaires d'ici le premier trimestre 2026. Voilà.
Moi, ça c'est possible, hein, c'est probable. Hein. Ouais, Le Raspberry Pi de l'électronique quantique, C'est ça. ça va être vachement plus facile de péter des moi, mots je de pense que passe. c'est Kenton qui est le plus près de cette information parce que c'est à Sarrebruck. Donc, Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai que c'est tout près de chez moi. Mais... Je vous propose la deuxième info. C'est la puce quantique de Microsoft. Vous avez peut-être entendu que je suivais particulièrement l'actualité de Microsoft. Ah bon? Je pouvais pas passer à côté de cette info. Alors Microsoft a présenté récemment Majorana 1, une puce quantique innovante qui repose sur une architecture topologique. Peut-être que Je Jacques connais nous la l'expliquera. topologie, c'est des montagnes, C'est ça. Et cette avancée pourrait permettre au calculateur quantique d'atteindre une échelle d'1 million de qubits. On était à 1000 qubits précédemment, on passerait à 1 million de qubits, ce qui ouvrirait la voie à des calculs à des résolutions de problèmes encore impossibles avec les machines classiques. Et le cœur de cette innovation réside dans l'utilisation d'un matériau appelé topoconducteur qui permet d'observer et de contrôler les particules de Majorana. Ces particules rendaient possible les qubits plus stables et plus fiables, réduisant ainsi les erreurs courantes dans les systèmes quantiques traditionnels. Et contrairement aux qubits classiques, souvent instables, les qubits topologiques de Microsoft offrent une meilleure résistance aux interférences et une évolutivité accrue. Et l'équipe dirigée par Chetan Nayak a réussi à intégrer 8 qubits topologiques sur une seule puce. Et cette réalisation marque une étape cruciale vers les systèmes quantiques à grande échelle. En combinant cette architecture avec un contrôleur numérique optimisé, Microsoft trace une voie vers le développement d'ordinateurs quantiques capables d'effectuer des milliards d'opérations précises et rapides. Ah ouais, hein. Ah, vous vous y attendez pas, j'en étais sûr. Là, ça me fait tousser, tu vois. Ouais. Et je vous propose donc une troisième petite info. Alors, vous avez déjà entendu parler de la disquette, peut-être ici? Ah bon, Non, je pense connais que la pas. disquette, Moi, je je suis pas connais sûr pas. que tout le monde sache ce que c'est dans la salle. Ah si, le bouton sauvegarder, je connais. Oui, c'est ça. Alors, malgré une obsolescence apparente, les disquettes continuent de jouer un rôle crucial dans certains systèmes critiques à travers le monde. Initialement, ça a été conçu dans les années 70 par IBM pour remplacer les cartes perforées. Les disquettes, elles ont évolué du format 8 pouces, puis au 5,25 pouces et au 3 pouces et demi. C'est devenu un standard de stockage pour les ordinateurs personnels des décennies durant. Aujourd'hui, certaines infrastructures essentielles utilisent encore ces supports. Par exemple, jusqu'en 2019, l'armée américaine utilisait des disquettes de 8 pouces pour son système de commandement de contrôle stratégique, le SACS, lié aux ordres de lancement nucléaire. Quelque chose de très anodin. C'est bien, tu passes un aimant à côté, paf, le missile Voilà. qui part. Et ils ont quand même migré vers des solutions numériques plus modernes à partir de 2019. De même, la San Francisco Municipal Transportation Agency a récemment investi 212 millions de dollars pour moderniser ses systèmes et se débarrasser de ses disquettes de 5 pouces 25. Cette persistance s'explique par la fiabilité éprouvée de ces systèmes anciens et la complexité de leur mise à jour. Souvent, les infrastructures critiques, adoptent la philosophie du « si ce n'est pas cassé, je ne le répare pas ». Et ils préfèrent maintenir ces technologies anciennes bien connues plutôt que de risquer de perturber les outils avec des mises à niveau. On pourrait par exemple citer l'exemple des frégates allemandes de classe F-123 de Brandebourg qui ont été mises à jour en 2024 pour remplacer leur lecteur de disquette. 2024. D'accord? Ça faisait 34 ans que ces lecteurs de disquette étaient en place. Cependant, cette dépendance à des technologies obsolètes pose des défis en termes de maintenance, de sécurité et de compatibilité avec des systèmes modernes. Et maintenant, la rareté des pièces de rechange et le manque de personnel formé a poussé ces anciennes technologies à disparaître petit à petit. il ne devait plus y avoir de fabricants de disquettes en plus. Ouais, ça doit être. Je pense c'est qu'ils ça, ont ouais. encore des stocks. Je pense que t'en as Bah, si tellement tu veux, j'en ai, J'en ai mis aussi côté, chez moi, ouais. Moi, j'en ai plus. Alors, qui pense que c'est le Cubitron qui n'est pas une vraie information? Je pense que c'est tellement un truc énorme, les trucs Il y quantiques, a beaucoup que ça trop de m'étonnerait qu'un détails aspect- et il y a. Oui, c'est ça. Ah, mais t'avais des noms aussi. Ah, chez sur Microsoft, Microsoft, il y qui en avait pense aussi, que hein. chez le... Pardon. Tu veux que je te parle de Chetan Nayak? Non. Ben voilà. Mais je la connais pas personnellement. Bah alors, qui pense que la puce Majorana 1 de Microsoft n'existe pas? Ah ouais. Vous avez confiance en Microsoft. Et qui pense que les disquettes n'ont pas été utilisées aussi longtemps? Moi, je pense que ça. Moi, j'avais lu Ouais, c'est l'info. clair. ça. Moi, j'avais lu l'info. Celle-là, elle est sûre. Bon. Vous avez bien trouvé, c'est bien le Cubitron qui n'existe pas, mais qui ferait plaisir à Big Gaston. En mode, tu sais, l'informatique quantique, moi, je suis pour les sites statiques et des trucs qui tournent pas beaucoup, hein. Moi, si on Oui. pouvait tout remplacer par des Raspberry Pi, moi, je serais très heureux, hein. Kenton, je te propose de garder la dernière série
Si on a le temps pour la faire tout à l'heure, Bah, parce carrément. que le temps passe, et je crois que c'est Big Gaston qui prend la suite. Pas du non, tout. c'est Jackie. C'est Jackie avec la Pardon, master T'es bien le class. conducteur, toi. Mais non, je l'ai pas justement. Oh là là, quel professionnalisme. Et c'est comme ça tous les jeudis. Hein. On est tous si professionnels. Ouais. Chaque fois. Dès 21 Dès 21h. T'as pas Ouais. le jingle? Si, ça vient. Jackie. J'adore la musique. Bon, dans le public, qui a déjà entendu parler d'OSINT? OSINT. Une personne. Donc OSINT, c'est Open Source Intelligence. Open Source, ça a l'air sympa, en plus de l'intelligence, génial, non? Bigaston, t'énerve pas tout de suite, il ne s'agit pas d'IA, mais d'un faux ami. On retrouve cette intelligence dans l'expression intelligence avec l'ennemi, qui veut dire qu'on transmet des renseignements à l'ennemi. OSINT, ça veut dire recherche de renseignements en source ouverte. Et des renseignements, tout le monde en cherche, que ce soit des journalistes, des militaires, le contre-espionnage, les trafiquants, les ONG, j'imagine les IA également. C'est très vaste. De l'OSINT, globalement, tout le monde en a déjà fait, même ici. Comment moi j'ai découvert l'OSINT? Je précise que je ne suis pas OSINTer, parce qu'il y a même un substantif pour ceux qui pratiquent l'OSINT. C'est juste que je suis perméable à tout ce qui tourne autour de l'information et plus précisément sa valorisation. Comme beaucoup, j'ai découvert l'OSINT à l'occasion de la guerre en Ukraine, où chacun des belligérants propagandait les informations retranscrites dans les médias grand public. Et mon esprit critique m'a fait chercher la véracité des informations. Un exemple tout simple, la Russie et l'Ukraine annonçaient un nombre de chars détruits qui paraissait d'un côté irréalistiquement bas. Et j'ai découvert la puissance la puissance de l'OSINT qui permettait de localiser l'endroit, la date et même le modèle des équipements militaires perdus, donc qui étaient détruits, endommagés ou abandonnés. Alors il y a des sites comme liveuamap.com par exemple, vous pouvez aller voir, ou openmap.mash qui permettent de voir ce genre d'informations. Et donc au 14 avril, j'ai écrit ce papier le 14, nous savons de manière certaine que 3434 chars russes ont été perdus. Et donc bien plus, évidemment, que ceux qui avaient été annoncés. À ce stade, il est peut-être temps de définir l'OSINT. Il s'agit d'un ensemble hétéroclite de pratiques d'investigation et d'analyse qui vise à dévoiler une information préalablement dissimulée en croisant, récoltant ou analysant des informations disponibles en source ouverte. Je vais répéter, parce que la phrase est un peu longue. Il s'agit d'un ensemble hétéroclite de pratiques d'investigation et d'analyse qui vise à dévoiler une information préalablement dissimulée en croisant, récoltant ou analysant des informations disponibles en source ouverte. À votre avis, Podren, laquelle, dans cette longue phrase, quelle est l'expression clé? Moi, je dirais les sources ouvertes. Le côté source ouverte, le côté de c'est des données que tout le monde a accès, mais il faut juste savoir les chercher. En fait, moi je pense que ce qui est le point le plus important, c'est que pour bien comprendre en fait c'est à quel point le champ de recherche est vaste et global. L'expression clé pour moi, c'est dévoiler l'information préalablement dissimulée. Parce qu'en fait, ça soulève la définition des différentes informations. On peut hiérarchiser les informations de 3 types. On a l'information blanche, une information qui est publique, facilement identifiée et provenant de sources fiables et vérifiables. Par exemple, le chiffre d'affaires d'une boîte du CAC 40, par exemple, ça, on arrive facilement à trouver l'information. Il y a l'information noire, une information qui est confidentielle et inaccessible au public, sauf par des moyens illégaux ou malveillants. Un IBAN, par exemple, qu'on pourrait accéder par des moyens de hacking, par exemple. Et entre les deux, il y a l'information grise avec des informations pas facilement accessibles, obtenues sans ruse ni stratagème et non confidentielles. Les sources peuvent être officieuses, des rumeurs ou des fuites, et les utiliser comporte des risques. Il convient donc de faire attention, car leur fiabilité est incertaine. L'OSINT consiste bien à trouver des informations à partir des informations blanches ou grises, et pas noires. Donc, qu'en est-il de l'information confidentielle, donc une information de type noir, qui ont fuité à la faveur d'un leak? Exemple tout à fait par hasard, l'exemple d'un abonné free, présent sur le dark web depuis la fuite d'octobre, par exemple, devient-elle grise?
Un Ozinter peut-il l'utiliser sans être accusé de recel de données confidentielles? À ce jour, la réponse n'est pas tranchée, mais une fois que n'importe qui peut la télécharger, elle est de fait dans le domaine public. Et même si des Ozinter français pourraient être poursuivis par la justice française pour avoir stocké des données volées dans leurs archives, aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que le risque de poursuite par un Ozinter français travaillant sur une base de données étrangère est très faible en réalité. Et inversement d'ailleurs. La révolution est arrivée finalement récemment avec la massification des données numériques disponibles. En effet, le nombre de capteurs partout dans le monde a explosé. Avec des traces numériques historisées et accessibles, il est désormais possible de savoir en temps réel, et même à savoir à une date précise, la hauteur d'une vague en plein milieu du Pacifique. L'OSINT est plutôt cantonné à des services gouvernementaux et désormais massivement utilisé par des amateurs dans toutes sortes de recherches. Un exemple parmi les plus connus, Bellingcat, qui est une ONG spécialisée dans la vérification des faits. Et parmi ces enquêtes notables, ils ont prouvé à partir de sources ouvertes, comme les réseaux sociaux, que l'avion de la Malaysian Airlines, le MH17, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette catastrophe. Celui qui a disparu d'un coup, là. Non, il a été abattu, celui-là. Ah, celui-là, il a été abattu. Ouais. Mais c'était aussi un avion de la Malaysian Airlines. Donc lui, il a été abattu par un lanceur de missiles de la 53e brigade anti-aérienne de Kursk. Ils ont même été jusqu'à citer les noms des personnes présentes ce jour-là sur la batterie qui a tiré sur l'avion. Par ailleurs, ils ont établi que la Russie a manipulé les images satellites, justement pour effacer ce lanceur de missiles des cartes satellites. L'idée n'était pas de dire qu'en ce moment la Russie est toujours dans les mauvais coups, mais plutôt que ce sont des personnes comme vous et moi qui anticipent ces recherches. Oui. Et pour relancer sur Bellingcat, si ça vous intéresse, il y a un super podcast de France Culture qui s'appelle Mécanique du journalisme, qui explique en gros comment les journalistes travaillent pour faire des enquêtes. Et en fait, ils ont interviewé le fondateur de Bellingcat pour parler des empoisonneurs de Navalny et de Skripal, qui sont des opposants russes qui ont été, en gros, ça a été prouvé, empoisonnés maintenant par les services secrets russes. Et en fait, ils disaient que c'était juste avec des sources ouvertes qu'ils ont fait. Et l'enquête, c'est super intéressant, je pense, en complément à ce que tu dis. Exactement ça, ouais. Je pensais en pas fait qu'elle était plus connue que... Enfin, j'ai cité la première parce que... Oui, ouais. elle est plus récente. Mais, et ce qui est super intéressant, ce qu'il disait, c'était en gros... à un moment, il y avait une fake news sur AOC, donc qui est une politique américaine, et qui en gros, il y avait une photo d'elle volée ou un truc comme ça, et on disait regardez ce qu'elle poste sur Instagram, c'est vraiment dénigrant de la part d'une femme. Bref, on s'en fout. Et du coup, en gros, ils ont réussi à prouver que c'était faux grâce à des fétichistes de pieds, parce qu'ils ont dit ces pieds-là, en fait, qu'on voit là, c'est pas les siens, c'est d'une mannequin. Et donc en fait c'est le côté du ne pas se fermer à des sources potentielles et à des gens de savoir, parce que sans ces gens-là, cette fake news n'aurait peut-être pas été démystifiée, on va dire. Et donc voilà. Voilà, c'est ça aussi les sources ouvertes. Donc le problème des traces numériques massives est qu'il faut savoir où chercher, comment chercher, trier, analyser et analyser pour conclure. Le principe, c'est en général de trouver une base de départ et de remonter le fil. Mais vu que les sources sont infinies, le problème du comment démarrer se pose forcément. La question des outils est donc fondamentale. Donc, et d'autant qu'il varie en fonction du type d'information cherchée. Voici quelques-uns que j'ai trouvés à l'occasion de ce dossier. Je ne vais pas tous les citer, j'ai une liste qui est... Longue comme le bras. Longue comme le bras. Mais je vais vous en citer quelques-uns. Donc il y en a un qui est très connu, c'est I've been pwned, qui permet de détecter si votre adresse email, par exemple, ou d'autres ont été compromises. Il y a Epios, qui permet d'identifier des réseaux sociaux ou des avis Google ou liés à une adresse mail, par exemple. People, PIPL, qui permet de rechercher des personnes sur différents sites et profils de réseaux sociaux. Vous avez Forensically, qui est un outil qui permet de détecter la falsification d'images. Webback Machine, qui permet de consulter d'anciennes versions de sites web archivés depuis des années, un petit peu comme archive.org. Et vous avez Instalog-Track, qui permet de localiser, à partir d'une image, de localiser l'endroit où elle a été prise en photo sur Instagram. Enfin, ça permet de chercher sur Instagram une photo et savoir où elle est. Plutôt, c'est pour permettre voilà.
Et pour finir, et pour illustrer le fait que nous avons basculé désormais dans un monde où même une bonne hygiène numérique, des informations sont disponibles sur chacun ou chacune d'entre nous, ou de nos proches. Et là, paf, alors j'ai trouvé que toi, t'es allé sur tel site hier, machin, tu vas nous doxer, tu vas dire où on habite, machin, c'est ça? En fait, pour préparer le dossier, j'ai même cherché où habitait Kenton. Ah, information Pas très compliqué à trouver. Est-ce que tu l'as trouvé? J'ai trouvé. D'accord. Ah bah oui, c'est tout simple pour moi. Hein. Oui, enfin, mais c'est normal vraiment que toi tout tu simple, saches. hein. Et en fait, je sais pas si l'information, je vais pas le dire là, mais je savais pas si l'information, tu l'avais dit en off pendant qu'on était à préparer TFK, avant ou après, ou si tu l'avais dit live. Donc en fait, je peux pas m'en servir parce que c'est pas une information dite. Non, j'ai grise. jamais dit l'adresse, mais j'ai donné tellement d'infos en live depuis des années que. Ouais, voilà. Oui, c'est ça. Donc, je vous parlais d'IPTV à la dernière émission où je suis intervenu, et sauriez-vous deviner comment l'OSINT a permis, c'est là que vous allez intervenir, le micro est disponible, hein. Savez-vous comment l'OSINT a permis l'arrestation à Bali, en Indonésie, d'un administrateur illégal d'un site de streaming illégal? J'ai des indices, hein, je vais commencer par le premier. Est-ce que tu peux reposer la question pour le public Alors, peut-être? il y a un site d'IPTV illégal et l'administrateur était à Bali. Et on doit trouver quoi? Le nom du site ou le Comme- nom de l'administrateur? Non, pas le nom du site, mais comment les OSINTers ont réussi à trouver. D'accord. Donc là c'est le contexte, on va dire. Premier indice, donc ce que cherchaient les autorités pour l'arrêter, c'était où est-ce qu'il était. Sa localisation précise à Bali. Il savait qu'ils étaient à Bali, mais lui, il n'était pas sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai lu la réponse dans le conducteur, donc je suis désolé. Oui, Ouais, bien- je suis désolé. Oui, alors ça, c'est exactement ça. Enfin, je te laisse venir au micro. Au moins pour l'enregistrement, c'est mieux. Ouais, Je propose par sa petite amie ou quelqu'un de sa exactement. famille. C'était sa femme. Ça, c'est l'indice numéro Bien 2. joué. Tu es formidable. Il a dû lire le conducteur, lui. Donc, son épouse. Il est dans l'osine, il avait trouvé le document quand tu l'as rédigé. Son épouse, elle, postait régulièrement des vidéos dans sa maison, dans la maison où il vivait. Et c'est le dernier indice. En De fait, on quelle recherche son manière adresse. Comment ils ont fait? Comment ils ont Ouais. fait? Non, comment quelle ils ont manière fait pour trouver l'adresse? 4 rue des Moulineaux. À Bali. Ouais, c'est ça. Alors, je vais pas vous l'en dire Très trop connue, la rue longtemps. des Moulineaux. Donc, avec les vidéos de son épouse, les OSINTers ont reconstitué le plan de la maison. Et en déterminant, ils ont déterminé du coup la forme de la maison et la forme le périmètre de la maison. Et en regardant dans Google Maps, ils ont trouvé une maison qui correspondait et ils sont allés, et ils l'ont arrêté. Voilà. Mais c'est comme le suprémaciste masculiniste Andrew Tate qui s'est allé se perdre en Europe de l'Est et tout. Comment il s'est fait choper parce qu'il y avait le carton d'une pizzeria locale. En fait, il savait pas où il était et les autorités ont vu le carton de la pizza. Ils ont fait bonjour la pizzeria. C'est qui vous a commandé cette pizza là? Ah, c'est ça ton adresse? Et FBI open up. Hein, ils sont allés exploser sa porte. Mais ouais, il faut faire attention aux données publiques qu'on partage. Exactement. Et évidemment, tous ceux qui veulent se prémunir de l'OSINT vont devoir avoir une hygiène numérique bien plus importante que tous ceux qui étaient humainement réalistes. Mais il est illusoire de pouvoir se cacher de toutes les données à disposition de tous. C'est désormais la contrepartie négative de tous ces capteurs qui ont fleuri depuis des années. En ajoutant l'IA à ce tableau, il est probable que la capacité d'analyse sera découplée. Mais que va-t-il en sortir? Bon, je suis pas prévisionniste, mais je dirais qu'on se retrouvera encore à Podren l'année prochaine, non? Ah, c'est fort, t'es très fort comme les Inter Mais quand même. si je peux juste dire un petit truc sur comment ils ont découvert où est la maison, tu sais. Ça fait quelques temps maintenant que je cherche à acheter une maison, donc je regarde des tas d'annonces et tu n'as jamais les adresses. Ce qu'on peut comprendre, parce que sinon t'as tout le monde qui va y aller et tout. Mais parfois j'aimerais bien Ça, avec l'OSINT, c'est, oui, je retrouver pense que l'adresse. Souvent t'arrives à estimer avec la teinte de la photo si on est le matin ou l'après-midi. Donc tu sais quel angle l'ombre prend sur le sol. Tu repères aux l'orientation arbres. de la maison. Ouais. C'est ça, tu repères les arbres qui sont derrière, tu sais la ville, tu arrives à définir à peu près le style de fabrication qu'il y a dans les quartiers, et dans 80% des cas, alors ça me prend des heures visuellement, mais avec ces petites techniques, j'arrive à retrouver les maisons. Bah, c'est GeoGuessr, hein. C'est ça, en fait. C'est la méthode C'est ça. GeoGuessr où, non, mais regarde là, à cet endroit-là, on voit la barre de toit de la voiture, donc ça veut dire que t'es en Uruguay, et là, ouah, trop compliqué.
Il t'arrive dans la méta. Mais du coup, je crois que c'est Kenton qui va prendre la suite. Du coup. Ouais, je crois que c'est. Ah, tu as déjà terminé? Bah oui, Ah oui, effectivement. c'était ma conclusion. Oui, Je pense que finir à Podred, c'est une bonne conclusion. Attends, on a une intervention, Ah, on a une bien vu. question. Vas-y. Je t'en prie, vas-y. En fait, l'osine, c'est l'inverse de l'effet Streisand. Oui, c'est un peu ça. C'est ça. C'est un peu le côté les données planquées, mais comme t'en parles pas. C'est pour ça que je parlais de données dissimulées, en fait. Qui sont pas forcément cachées, mais elles sont un peu le grise, du coup, parce qu'elles sont un peu cachées, quoi. C'est le côté c'est des données accessibles, mais il faut croiser des sources. Mais ça renvoie aussi, bon, c'est pas forcément une personne incroyable, mais The Great Review qui avait fait une vidéo sur le combat entre 9gag, où c'était 4chan, et Shia LaBeouf. En gros, Shia LaBeouf avait partagé un stream d'un drapeau en mode He Will Not Divide Us. Et en fait, en moins d'une journée, ils ont réussi à trouver où était ce drapeau aux États-Unis en croisant mais il y a Micheline qui l'a vu dans telle ville à côté. Et là, il y a 2 avions qui se croisent, donc on sait que c'est à cet endroit-là. Et là, on entend l'audio. Et en fait, c'est encore une fois de l'osine, ça montre à quel point quand t'es une bande de sacripants, tout ce que tu peux réussir à faire en quelques heures pour réussir à embêter le monde. Bah, on parle de la massification des capteurs, mais il y a une grande masse aussi de chercheurs, en fait, qui font oui, c'est que, ça. En fait, à plusieurs, on est plus intelligent. Et c'est ça. Voilà. C'est ça. D'accord, c'est parti. Oui, c'est ça, c'est bon. Comme tu veux. Hein. Et c'est parti pour le dossier de la semaine. Tu as entendu le dernier truc là? Tu as vu l'iPad qui est sorti la dernière fois? C'est le dossier de la semaine. C'est le dossier de la semaine. C'est le dossier de la semaine. C'est le dossier de la semaine, mes amis. Ah, ça c'est moderne. Ça, c'est moderne. Alors, si on est tous là aujourd'hui pour requêter des podcasts en live, c'est parce qu'il y a eu un événement initial qui a rendu ça possible. Est-ce que vous avez l'idée de ce que ça peut être? Un indice est sur la table. Non, pas du tout. Tu te trompes, c'est pas ça. Ah, c'est pas ça. Non, c'est bien, ça veut dire qu'il a pas lu ce que j'ai écrit. Mais non. Non, je l'ai pas lu. Il y a eu un truc. Bon. Internet. Oui, Internet. Oui, Voilà. Oui. Ce fameux endroit où on peut étudier toutes les connaissances du monde, Et échanger avec les esprits les plus brillants, pas Et bruyants. bruyant aussi. C'est ça. Ça marche aussi. Mais où la majorité des utilisateurs passent leur temps à se chier dessus ou à regarder des vidéos débiles de tests de 128 eaux minérales différentes. Je vois Internet. pas de quoi tu parles. Non, du tout. Précisément, je vois pas de quoi tu parles. Voilà. Bref, Internet, ce fameux réseau mondial d'information de qualité. Et si grâce à Internet, on a pu faire du podcast et que depuis 2013, Podren a pu rassembler autant de passionnés de podcast ici à Rennes, il y a quand même un truc presque du même genre qui s'est arrêté en 2012 et qui pourtant était destiné, tout comme Internet, à changer la face du monde. Je vous pose la question, mais effectivement, entre-temps, j'ai pu la voir, donc vous l'avez devant vous. C'est le Minitel qui a déjà... en 2012. Ouais, 2012. Un an avant la première édition de Podren. C'est quand même fou, hein? Mais c'est Il y a un parce que lien le entre les Minitel deux s'est arrêté qu'il y a eu le budget pour organiser Podren. Ça doit être ça, effectivement. Donc oui, le Minitel, pépite de la technologie française. J'ai oublié de lancer mon chrono. Vous m'arrêtez si je fais trop long. Hein. Oui. Tu me diras. Oui. Alors pour les plus jeunes qui n'ont pas connu le Minitel, il faut savoir que c'était un petit terminal informatique constitué d'un écran cathodique et d'un clavier distribué gratuitement en France à partir de 1981. Par France Télécom, et pas Orange, hein, mais France Télécom, qui était connecté au réseau téléphonique. Alors pas le réseau téléphonique portable, hein, le réseau téléphone fixe classique comme on n'a quasi plus maintenant. Hein. Maintenant on est tous sur les box, les téléphones portables. Et surtout, ils sont en train de péter le réseau cuivre. Oui, hein. Exactement, ils démantèlent le réseau cuivre depuis quelques années maintenant. Alors grâce à ce Minitel, on pouvait accéder à l'annuaire téléphonique, on pouvait réserver des billets de train, faire du commerce à distance, consulter des messageries, jouer aussi. Maman, d'ailleurs, je sais que tu m'écoutes, je suis encore désolé pour t'avoir fait une énorme facture téléphonique sur 3615 Denver, le dernier dinosaure. Et bien sûr, parce que nous sommes faibles, accéder à toutes sortes de services de charme et autres non destinés aux enfants, mais on reviendra un petit peu après là-dessus. Alors le réseau associé au Minitel, qui d'ailleurs je vous l'ai pas dit, mais Minitel ça veut dire médium interactif par numérisation d'informations téléphoniques. Minitel, c'est bien Minitel, c'est Oui, mieux. c'est bien. Ouais. Ouais. D'ailleurs le titre de la news c'était le grand Minitel. Ah, Okay. ouais, on est sur des... Alors, on pourrait croire que... non, pardon, j'ai oublié un truc. Ça a été lancé en 1980 et ça a été définitivement arrêté en 2012. Donc, juste avant Podren, comme je disais. Et oui, si tard, hein, on croirait pas, mais si tard.
On pourrait croire que ça fait au moins 30 ans que c'est fini, mais non, voilà. Même si quasi plus personne ne l'utilisait, le réseau qui tournait derrière supportait encore le Minitel. D'ailleurs, pour la petite anecdote, en 2007, alors que Internet était déjà largement répandu, j'avais une amie à l'époque qui voulait s'inscrire sur une université. Eh ben, elle a eu l'obligation de faire les premières démarches par Minitel. Enfin, imaginez quoi. Mais Quentin, tu avais la déjà possibilité d'avoir des émulateurs sur ordinateur qui passaient par Internet pour utiliser les services mais Minitel. peut-être pas en 2007. Hein, parce que En fait, je suis pas sûr parce que on a été à la poste pour avoir accès à un Minitel. ouais, D'accord. mais il y avait encore les entreprises en fait récupéraient par exemple les comment on appelle ça, les comptes bancaires. Quand il y a beaucoup moi la boîte où j'étais avant, elle récupérait ses comptes bancaires au niveau de la comptabilité via un service de télématique. Donc c'était pas un Je Minitel. le détaille pas, mais on en parle. Ouais, c'est pas un Minitel, mais en réalité ça fonctionnait et les banques fournissaient ce service télématique qu'ils récupéraient avec un modem qu'ils avaient dans leur PC et, comme un Minitel en fait. Ils Donc là, émulaient si ça. tu veux me faire un don ou un virement, tu peux, on est d'accord. Avec celui-là, Ouais. il faut juste que le brancher quoi. Mais, Mince. voilà. Ouais, effectivement. Qu'est-ce que je disais? Ouais, alors d'ailleurs, on commence à poser les petites questions. Qui a eu déjà avant aujourd'hui un Minitel devant les yeux? Oh, je suis étonné, je m'attendais pas à ce que les mains soient Vous êtes tous tant vieux. levées. Mais peut-être qu'on va réduire le nombre de mains levées avec cette deuxième question. Qui a déjà utilisé un Minitel? Pas pour la démo, hein, mais qui a eu utilisation. Oh la vache. Vous êtes. Ah, mais il y a Les inscriptions à la fac, ce genre de truc. Regardez les résultats du bac. Je crois qu'on est les vieux parmi les vieux là. Hein. Ouais, C'est ça, il y a que les c'est vieux ça. qui connaissent. Et tu dis Minitel à un jeune, il comprend rien, il se demande si c'est un Pokémon. Donc. Bon alors c'est bien. On a Je veux Pokémon X et Y, qu'il y ait le Pokémon Minitel, ce serait incroyable. Ça viendrait. Ce serait peut-être bien. Tu peux le générer en image pour voir ce que ça donne. Non, bah non, parce que moi j'ai un honneur et j'utilise pas l'IA. C'était donc ton dernier épisode. Ah, il le fallait un Voilà. moment ou un autre. C'est le running gag, vous inquiétez pas. Il reviendra jeudi. Alors on a donc notre beau Minitel, mais comment on fait pour utiliser le Minitel? Alors vous l'avez tous utilisé, donc vous savez, mais ce sera pour ceux qui ne l'ont encore jamais utilisé. Alors on commençait par déplier l'écran, là il est déjà déplié. D'ailleurs oui Samsung, oui Apple en France, dans les années 80, on avait déjà des sortes de smartphones pliants. Alors c'est vrai que pour le mettre dans la poche c'est une autre histoire, et puis pour se balader avec il faut une sacrée rallonge électrique, hein, ça c'est sûr. Mais une fois ouvert et allumé, vous pouviez pas l'utiliser. Ça va pas être pratique. Hein. Non, il fallait d'abord décrocher son téléphone fixe, faire un numéro. Et ce numéro, il pouvait être différent selon ce que vous vouliez faire. Puis seulement, de l'autre côté, quand ça décrochait, alors c'est pas un humain qui décrochait, hein, c'est un serveur, vous entendiez un blip 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 blip, truc électronique. Là seulement, vous deviez appuyer sur une touche connexion fin sur le Minitel et vous pouviez raccrocher votre téléphone pour enfin voir à l'écran du Minitel s'afficher le service demandé, ligne par ligne, et pendant un temps largement plus long que n'importe quel site le plus lent que vous connaissez. Et moi, je note quand même que pour s'y connecter, il fallait quand même appuyer sur connexion fin. Ça avait dû être quelqu'un de Microsoft qui a dû faire exactement. ça. C'est exactement Clairement, ça. c'est la même personne. Oui. Bon, à partir de là, c'était une aventure pas possible de page en page, qui, je vous rappelle, s'affiche ligne par ligne pendant 1 minute 30, pour arriver à l'information que vous vouliez de base. Et un des gros défauts, c'est que si vous étiez très loin dans l'architecture, dans l'arborescence du service, pour remonter, il n'y avait pas home, comme on a actuellement, et on revient à la première page. Non, on remonte chaque page, une par une, ligne par ligne, Et il minute n'y par avait pas de minute. cache. Et il n'y avait pas de Je sais pas cache. si tu te souviens, mais c'était en 88 ou 80, ouais, 88 je pense, ou 81, quand Mitterrand a été élu. C'était des oui. pages. Ah oui, tu voyais les lignes. C'était à la manière du Minitel, alors Oui. qu'il pouvait l'afficher complètement, mais en fait, il l'avait fait à la manière Oui. du Minitel pour en faire une publicité encore. Ah, moi, j'étais Ouais. très jeune, hein. Je te dis, mon Je premier sais plus si souvenir. c'était pour laquelle des Ça devait élections. être 88, je m'en Ça doit être souviens, ça, ouais. donc ça devait être 88. Moi, désolé, mon kink à moi, c'était Denver le dinosaure. Hein. On n'a pas les mêmes centres d'intérêt. Ah bah écoute, j'avais 6 ans ou 8 ans, qu'est-ce que tu me racontes, quoi? Ouais. Alors justement, détaillons un peu quels étaient ces numéros de service, parce que il y avait quand même un truc à faire pour joindre le service. Vous avez entendu les fameux 3615, je pense. Et on va commencer par le 3611, qui était un accès gratuit à l'annuaire électronique. Gratuit, vous allez voir que c'est vraiment une denrée rare pour ce service. On avait le 3613, service gratuit pour l'utilisateur, mais les frais étaient à la charge du fournisseur. Donc c'est un peu comment on appelle, le PCV version Minitel, hein. On avait le 3614 qui était un service payant pour l'utilisateur, environ 20 francs de l'heure. On était en France à cette époque-là, il n'y avait Eh pas oui. l'euro pour On les plus en jeunes. reparlera après des tarifs recalculés avec l'inflation. Rester assis, ça fait mal.
Voilà. Et on avait le 3615, service payant avec partage des revenus entre France Télécom et le fournisseur. Là, c'était 60 francs l'heure, ça commence à grimper. Et d'ailleurs, c'est un peu le code emblématique du Minitel, c'est là où il y avait le plus de services. Et vous aviez aussi 3617, service premium, généralement plus coûteux que ceux du 3615. Maintenant, voyez un peu les services qui étaient les plus utilisés. Le 3611, comme il est gratuit, forcément, il était utilisé comme pas permis et permettait d'accéder aux pages jaunes. 3615, SNCF, consultation des horaires et réservation de billets de train. C'est là que vous vous rendez compte qu'ils étaient en retard et que vous le saviez déjà. Mais non, parce que tu le savais pas le temps que la page se charge. Ah bah oui, du coup, le train était à l'heure. 3615, oula, service de messagerie à caractère érotique, emblématique du Minitel Rose. Et t'en avais plein de publicités sur les murs Partout. des ponts. Ah oui, c'était partout. impressionnant. Ouais, c'était... On reviendra d'ailleurs qui a créé ça, vous allez voir, c'est très drôle. 3615 TMK, c'était spécialisé pour le Paris, qui veut dire télémarket. C'était un service de commande avec livraison le même jour, un peu Amazon Fresh, quoi. C'est l'équivalent. Et le futur, la France, on vous dit le futur. Ouais. On a battu Jeff Bezos. Hein. 3615 RTL, plateforme de discussion communautaire avec des messageries, des salons de discussion, des forums. 3615 banque, consultation de comptes bancaires. 3615 météo. Et pour les plus vieux, 3615 ANPE. Ça s'appelait encore comme ça, quoi. Tu en as un autre? Vas-y, je t'en prie, prends le micro. Alors, 3615 ARA qui vendait des voitures d'occasion. Oh. Et c'est moi qui l'avais développé. Oh Randall Flagg, bravo. Randall, tant que tu es là, Bravo, est-ce que Randall. c'était facile de développer des services pour le Minitel? Mais c'était une techno facile à prendre en main ou? J'utilisais une bibliothèque à l'époque qui avait été faite par un type qui était en C++. Donc voilà, on utilisait vraiment du C++, sous VI pour te donner une idée. Ok. Et c'était quoi? Très C'était du sympa. matos pour le faire tourner? C'était du coup serveur classique relié au téléphone? C'était un serveur Linux, voilà, c'était un serveur qui était relié au téléphone, voilà, c'est ça. Ok. Sur des serveurs Linux. Voilà. Ok. Donc Merci, ça tournait Randall. quand même sous Linux derrière, d'une manière ou d'une autre. Pardon? Ça tournait quand même sur un Linux derrière, c'était C'est pas sur un Unix? Voilà, c'est ça. C'est pas un Unix? sur, ouais, c'était plutôt sur X. Ouais, t'as raison. Ouais. Très bien. Je suis dans les temps? Ça va Ouais, tu peux continuer. Ok. encore un Alors petit pour peu. les entreprises, le Minitel offrait des services de messagerie et d'agenda. On parlait d'ailleurs de télématique lorsqu'on l'utilisait, mais pas d'informatique. Et il y a même des entreprises qui ont investi des millions, voire des milliards de francs à l'époque. Le terme milliard peut choquer, mais c'était en francs à l'époque. Cependant, les gens, que ce soit d'ailleurs en entreprise ou dans le grand public, trouvaient que c'était trop cher, trop lent, trop de menus, pas d'accès direct au service souhaité. C'était pas terrible, quoi. De plus, l'utilisation du service était payée au temps de connexion et de nombreux services étaient souvent en panne ou indisponibles. Ça a d'ailleurs mis en évidence la différence entre la volonté d'utilisation de services par les techniciens des centres de données et les utilisateurs. Parce que les techniciens se concentraient sur le fait que les gens voulaient faire de la recherche documentaire, de la documentation universitaire et ainsi de suite. Alors que les gens, eux, ils s'intéressaient juste aux jeux, aux services de rencontres, aux dessins, aux messageries Et aux roses. dinosaures. Et aux dinosaures. La merci. même chose qu'aujourd'hui, en fait. Hein. C'est ça. Donc en gros, pour les gens, le Minitel, c'était du divertissement et du cul. Donc c'est un peu triste, mais c'est comme ça. D'ailleurs, toute ressemblance avec Internet de maintenant, c'est du hasard complet. Ah ouais. Alors attention, c'est là où les chiffres vont vous faire un petit peu halluciner. Parce que le Minitel, il a connu des pics d'utilisation simultanée allant de 18 à 20 millions en moyenne d'utilisateurs, au point de faire saturer les serveurs et de rendre les services indisponibles. D'ailleurs, déjà à cette époque, il y avait des inquiétudes quant aux dérives potentielles de l'utilisation de ces services. Par contre, quand Internet a commencé à faire son bout de chemin, les fans de Minitel, ils mettaient en avant que l'avantage que le Minitel était autonome et n'avait pas besoin d'ordinateur pour fonctionner, donc n'avait pas de virus, que ça se lançait rapidement, enfin ligne par ligne, mais tout de même. Donc si on fait une synthèse de l'utilisation du Minitel, on se rend même compte que son utilisation elle est ponctuelle. On l'allume dans un but précis, on fait ce qu'on a à faire, on l'éteint. C'est pas comme avec Internet où on traîne longtemps, des heures, sans but précis. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Et on comprend peut-être aussi à cause de son utilisation, parce que si on prend l'année 1984, par exemple, c'est là que j'ai réussi à avoir les tarifs précis, 1 heure d'utilisation du service 3615, on l'a vu avant, ça fait 60 francs, ce qui donne une somme entre 20 et 25 euros de l'heure. Donc c'est relativement élevé pour aller... Très mal. Hein. Ah mais oui, carrément, ouais. Le prix d'un abonnement Internet pour un mois. C'est ça, exactement. En France, on a investi en masse dans ce service qui pourtant était en train de se faire doubler salement par Internet. Et c'est dans les années 90 que le gouffre s'agrandit puisque
D'un côté, nous avons Internet qui évolue constamment, qui s'accélère, regroupe de plus en plus de services hallucinants, qui n'arrête pas d'augmenter en taille, des contenus, le multimédia, l'image, le son, la vidéo, alors que son côté, le Minitel reste bloqué à la transmission maximale de 1200 bits par seconde, ce qui est ridicule, ne propose pas de son, pas d'image, pas de vidéo, c'est fermé à la France, enfin c'est réservé à la France, centralisé comme jamais dans des data centers qui avaient peine à suivre, donc voilà, c'était voué à l'échec, et c'est pour ça que le Minitel a fini par sombrer petit à petit, et à mourir le 30 juin 2012. Alors, comme le temps est limité, je vous ai synthétisé l'histoire. Hein. Si vous voulez plus de détails, vous allez voir la tech. J'ai quelques questions. Est-ce qu'on a le temps ou pas? Bien sûr. Oui, moi je voulais juste rajouter un truc. Je pense que si tu prends 3 minutes, c'est bon. Ok, ça marche. Moi je voulais juste rajouter un truc, c'est sur le côté, le Minitel, techniquement, c'est un peu la base de l'ADSL ou de AOL par après. C'est utiliser le service téléphonique pour faire autre chose par-dessus. Puisque AOL, bon, j'ai jamais connu ça, mais c'était le côté du tu fais passer Internet par les câbles téléphoniques, dont le... Il n'y avait pas qu'AOL. Oui, mais tout ça. Mais le gros connu de l'époque, enfin le gros connu de... C'est Wanadoo en France. Ok, donc Wanadoo pour rester que le chauvin, Internet, oui. Free et tout. Oui, ouais. Et, C'est vrai. et même et du coup voilà le côté du utiliser une architecture existante pour en faire un truc numérique derrière, et je trouve ça assez intéressant de voir comment ça peut marcher, quoi. Effectivement. Moi, je pense surtout que ça a quand même bien fait reculer l'arrivée d'Internet en France. Parce qu'en fait, les entreprises qui finançaient le Minitel, en fait, je parle pas de France Télécom, je parle de celles qui en vivaient, n'avaient pas envie de remettre des investissements qu'ils avaient fait il y a pas si longtemps pour investir dans le média Internet, et enfin pour mettre leur contenu, on va dire, pour les porter sur des médias Internet. Et donc du coup, ça a fait reculer la France. Je Alors pense. c'est un énorme frein, effectivement, hein, ça a été cité très longuement. Mais heureusement, depuis, on s'est rattrapé parce qu'on est largement en avant par rapport à d'autres pays d'Europe sur le tarif, sur la connexion. Et on parle même pas des États-Unis ou autre chose où c'est inaccessible. On va se poser quelques questions comme ça. Alors, tu me feras signe quand je devrais passer la dernière parce qu'elle est importante. Alors, pour vous, quel est le coût de réalisation d'un Minitel en francs à peu près, et ou en euros, et on fera la conversion. À peu près combien coûtait la fabrication d'un Minitel? Qui a une idée? Qui était distribué gratuitement. Qui était distribué gratuitement. Qui était loué. Loué ou prêté? Chez nous, c'était... chez moi, c'était loué, mais... nous, c'était offert. Hein. Tu avais un bon, t'allais le chercher chez France Télécom, et d'ailleurs, il est là, tu vois. S'il était loué, ça ferait cher depuis. Hein. Donc, ça vous parle pas, non? Non. 2000? Un tout petit peu cher, parce qu'on est quand même à 1000 francs, ce qui fait, avec le calcul de l'inflation, 366 € aujourd'hui pour ça. Ouais, mais si tu... 366 €. Après, calcul de l'inflation. Avec calcul de ouais. l'inflation. Hein, c'est-à-dire que j'ai vraiment été sur un site qui est dédié, tu rentres la date précise, et voilà. Ça rentre pas dans la poche pour un smartphone, en fait. Non. Et l'écran pliable, là, je suis pas sûr qu'il soit fiable. Une fois dans l'autre sens, c'est fini. Ouais, hein, c'est mort. Alors, quelle était la prévision de fabrication du Minitel par Valéry Giscard d'Estaing, en nombre? « 20 millions ?» Eh ben c'est à 10 millions près, c'est ça, effectivement, c'est 30 millions d'appareils qui étaient prévus par Valéry Giscard d'Estaing. Petite anecdote, le premier modèle de Minitel avait un clavier alphabétique et non AZERTY. Oui, bah ça j'ai mis deux fois, pourquoi j'ai mis deux fois? Faut pas poser la question. Moi, c'est celui que j'avais, moi. Ah oui, c'est vrai, j'aurais dû poser la question. Mais... Alors, par qui a été lancé le fameux service qu'on a tous connu, 3615 ULA? Ça, c'est connu quand même. J'ai entendu Xavier Niel qui a dit, lève la main. Effectivement, c'est bien Xavier Niel, actuel patron de Free. C'est son trésor de guerre. Hein. Oui, c'est ça, il s'est fait des couilles thunes en or. pas possibles avec ça. Alors, Tu vois, petite pour une question. fois, c'est moi qui suis politiquement correct. Ouais, Petite question Minitel. c'est ça. Est-ce qu'on peut encore le faire fonctionner aujourd'hui? Alors, je parle pas juste de l'allumer, il s'allume électroniquement, mais voilà. Mais est-ce qu'on peut encore l'utiliser aujourd'hui? Ouais, et on peut même le faire fonctionner à la maison. Alors j'ai malheureusement choisi l'article trop tard pour le présenter aujourd'hui ici. Sinon j'aurais fait fonctionner pour aujourd'hui. On peut en achetant un petit Raspberry Pi, une distribution dédiée, je crois que je l'ai noté, qui s'appelle non, je l'ai pas noté, mais qui permet de faire tourner effectivement les services de l'époque qui ont été grabés, donc c'est-à-dire remis dans ce petit Raspberry Pi pour faire tourner une distribution Linux qui se met. Ah, probablement, ouais. J'ai pas trouvé cette info, mais probablement il y a des passionnés qui laissent ça disponible à tout le monde. Comment? Ouais. Quelle est la plus grande présence du jeu vidéo sur le quelle est la plus grande présence du jeu vidéo sur le Minitel? Ça c'est pour toi, tiens, réponds-moi voir. Tu l'as lu, c'est ça? Oui. Ah, mais en fait, j'ai le conducteur sous les yeux. Ça doit être Denver, non?
Ah, c'est Denver. Eh ben non, c'était l'ETHJV qui deviendra ethjv.com et qui est l'encyclopédie des trucs et astuces des jeux vidéo les plus connus. Et aujourd'hui, c'est jeuxvideo.com tout simplement. Bon, alors maintenant c'est dans la décrépitude à cause de Webedia, mais à l'époque c'était quand même le must du must, c'était l'ethjv.com. Oui. Tu vas pouvoir passer peut-être à la dernière question, peut-être celle qui intéresse vraiment tout le monde. Effectivement. Pour finir, dans quelle ville 6 ans de recherche, de tests et de conception ont eu lieu qui ont eu pour résultat le Minitel? On a une réponse là-bas au fond. On nous propose Rennes. Alors, Kenton? Effectivement, c'est Rennes. Tout s'est passé au centre de Rennes. Alors, j'ai pas noté le nom de l'institut de recherche parce qu'il est aussi long que Minitel quand on décompose toutes les lettres. Mais effectivement... Pardon? ECCETT. Voilà, exactement. Le mais je Centre voulais pas commun d'études de télévision et de télécommunications. C'est bien ça? Ok. D'accord. C'était exactement ça. Bon, en tout cas, c'était probablement l'avenir de la France avant qu'Internet arrive. Internet est arrivé. Il a fallu quand même que la France se remette à 2 fois avant de comprendre que le Minitel n'irait pas du tout aussi loin qu'Internet. Mais toujours est-il que ça a permis à la France d'être en avance par rapport à d'autres pays quand Internet avait du mal à rentrer dans les foyers. Le Minitel, lui, par la force de France Télécom et de son Minitel gratuit, est vraiment rentré partout. Maintenant, vous en trouvez un peu partout. Et au point où ma mère essaie de le vendre en brocante, celui-là, et elle n'arrive pas, parce que tout le monde dit « Waouh, Minitel !» mais personne ne veut l'acheter, parce qu'il y en a finalement partout dans les greniers. Oui, puis ça prend la poussière et ça fait pas grand-chose. Ouais. On a quelques secondes encore ou pas? Non. Ok, bah voilà, c'était bon pour moi. Et puis on va passer à Monsieur Bigaston. Alors on a peut-être une intervention sauvage. Oui. Il y a une série qui existe et s'appelle 3615 Monique sur le Minitel Rose, avec la création du Minitel Rose et comment ça fonctionne et comment ça fonctionnait à l'époque, comment on pouvait créer un site sur le Minitel. Et, on va demander à Randall. Voilà. 3615 Monique, tu dis? Oui. Ouais, écoute, ça a l'air, il faut que j'aille chercher, ça a l'air trop intéressant. Tu nous as mis une initiative de la semaine, toi? Oui. Bah écoute, c'est parti alors. Ils sont violents nos jingles quand même. Bah ouais, c'est quand même ça on s'en rend compte. C'est pas mal. Et du coup, moi, ma chronique s'appelle Comment réussir à partir de l'impérialisme américain. Avec le bon accent tropico-cliché. Bah, tu prends l'avion? Ouais. Allez, on passe la parole. Non. Allez, c'est ça. Bon, peut-être que si vous êtes ici, vous me connaissez, bon, peut-être pas, mais bref, dans Techcraft, bien que je sois plus jeune de l'équipe, j'ai tendance à être celui qui râle le plus sur tout ce qui est nouvelle technologie, qui ne sert à rien à mon humble avis, ou à paniquer quand, imaginons, un pays dont on dépend à plus de 90% technologiquement, décide de partir en sucette. Du coup, ça fait quelques mois que j'essaie de plus en plus de reprendre le contrôle de la technologie que j'utilise. Parce que bien que possédant mon téléphone ou mon ordinateur, je ne suis pas libre de faire ce que je veux dessus. Par exemple, quand la boîte mail que j'utilise essaie de pousser un maximum son IA Gemini, ou que mon système d'exploitation son copilote, qui n'est vraiment pas aussi bon que Daniel Elena. Première blague sur les bagnoles. Bref. Parce que je suis à côté de toi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bref, ça avait commencé avec l'IA dans Google, avant d'arriver sur l'IA dans Google Drive et dans Windows. Donc j'ai fait pas mal de choses pour m'en éloigner. Et c'est ce que je vais essayer de vous résumer ici en discutant avec vous sur quelles sont les différentes étapes possibles pour devenir un bobo de l'informatique, du moins contraignant au plus contraignant. Je sais que tu aimes bien quand je fais des belles catégories chez Code. Bien sûr, je parle ici de mon expérience. Ça va être assurément des changements qui vont vous frustrer au début parce que ce ne sera pas exactement pareil qu'en temps normal. Donc ne le faites pas parce qu'on vous met la pression, mais parce que vous avez envie de le faire. Donc tu ne diras pas qu'il faut passer sur Linux. Si, mais je le dirai gentiment. Sans râler. Ouais, c'est ça, sans râler. Bon, pour commencer, on va commencer avec le moins contraignant. On va changer notre navigateur et moteur de recherche. C'est le moins contraignant parce que peut-être quelque chose que vous faites déjà. L'idée, c'est de retirer tout navigateur tournant sur Chromium.
Et c'est quoi Chromium? Merci. Ah oui, merde. Non mais en fait je m'embête à écrire des relances mais après il les lance Oui, pas. mais c'est quoi Chromium? Mais voilà, c'est quoi Chromium? Bah Chromium c'est le moteur PureTech, deuxième vanne sur les bagnoles, qui fait tourner Chrome. Sauf que comme il est quand même plutôt puissant, mis à jour et surtout open source, plein d'autres navigateurs l'utilisent, comme Edge de Microsoft, Brave, Opera, ce qui fait que Google avec Google Chrome et Chromium a énormément de place et de pouvoir sur le web. Et aussi sur les applications, parce que Spotify, Discord, etc., ça tourne sur du Chromium techniquement derrière. Et du coup, c'est vraiment pas ce qu'on veut, et du coup, on va passer sur Mozilla Firefox. Où on va rester. On va rester sur Mozilla Firefox. Firefox, c'est ce navigateur qui existe depuis des années, mais qui a vachement perdu en part de marché ces dernières années. Mais c'est un moteur efficace, plus léger que Chrome, et qui inclut pas mal de choses pour améliorer votre vie privée, comme la possibilité d'avoir encore uBlock Origin dans sa version correcte. Mais bon, Mozilla semble commencer à vouloir faire des dingueries aussi en mettant de la pub et des IA éthiques, mais j'ai pas encore trouvé mieux. En plus, l'app sur téléphone permet aussi d'installer uBlock Origin, donc plus de pub sur YouTube, même sur téléphone. Donc ça, c'est pratique. Je donne cette astuce parce que je note aussi, ça m'intéresse. Oui, mais pas sur Apple. Apple, tu ne peux pas parce qu'en fait, Apple saoule pour que tu ne puisses pas forcément avoir le même moteur de rendu que tu veux. Ils sont obligés d'avoir WebKit. Ouais, c'est ça. T'es obligé d'avoir WebKit sur Android. Donc tu ne peux pas. Apple. Oui, sur iOS, oui, pardon. Et du coup, ensuite, on va parler un petit peu de moteur de recherche, dans l'idée, encore une fois, de retirer Google. Plein de choix s'offrent à vous, Quant, Ecosia, mais moi j'ai choisi DuckDuckGo. J'aime vraiment beaucoup ce moteur de recherche. Bon, c'était Kenton qui nous en avait parlé plusieurs fois dans Techcraft. Mais j'utilise toujours. Que j'utilise toujours. Que j'utilise personnellement aussi uniquement. Mais puisqu'en plus d'avoir une interface très proche de Google, il a la possibilité de se rabattre sur Google ou d'autres moteurs de recherche si les résultats ne vous semblent pas cohérents. Tu sais que DuckDuckGo, ça utilise Bing, ça utilise Apple Plan, donc c'est des trucs propriétaires. Ouais, mais bon, Apple Plan, c'est un sacrifice que je suis prêt à faire à peu près, et Bing, j'ai pas d'argument. Ça me saoule suffisamment quand la moitié des liens d'actualité sont des raccourcis vers MSN. Mais ça marche plutôt bien autrement, et j'ai pas trouvé mieux pour l'instant, on va pas se mentir. Bon, toi, tu n'utilises pas, mais il y a aussi, quand tu fais tes recherches dans DuckDuckGo, tu peux avoir un petit module qui te permet d'aller directement vers de l'IA. Et bang! Ah non, tu parles de l'IA, toi. Moi, je connais les bangs, parce que c'est pour ça qu'il est connu. Avec les différents, il y a les bangs aussi, mais les différents modules d'IA qu'il y a, ChatGPT, Claude, il y en a plusieurs. Yves, Thierry, Joseph et Alfred. Voilà. Voilà, c'est exactement pour ce genre de choses que je chercherais quelque chose de mieux que DuckDuckGo, mais c'est mon humble avis personnel. Mais oui, les bangs dont on parle, en gros, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que vous pouvez commencer votre recherche sur DuckDuckGo par !G, par exemple, et votre recherche ensuite sera faite sur Google. Donc en fait, ça va vous rediriger sur le site de Google avec une recherche. Il y en a pour PodCloud, YouTube, Le Bon Coin, machin, t'en as vraiment beaucoup, et ça t'évite une recherche ou d'aller sur le site pour faire la recherche. Ou !M, ou si tu mets Carrefour Social 18, que l'adresse nous sommes ici, et tu mets Carrefour Social 18, !M, et ça va t'envoyer sur Maps. Okay. Et ça va t'éviter Plan. Mais il y a vraiment beaucoup de choses. Oui, et Plan, c'est un peu... En fait, on n'est pas habitué, en fait. Enfin, oui, moi, je le suis pas du tout. C'est vraiment ça. Mais du coup, voilà la première étape, qui était vraiment peu difficile à mettre en place. C'est un simple changement de navigateur qui ne vous impactera zéro dans votre quotidien, et un moteur de recherche qui ne change globalement pas grand-chose. On va maintenant arriver dans un moment qui va nécessiter possiblement une migration de données. Donc ça va demander un engagement, un commitment. On arrive dans le un peu pénible avec le déménagement en dehors des suites Microsoft et Google. Parce que même s'ils vous garantissent l'anonymat et votre confidentialité, vous pouvez être sûr qu'ils entraînent leurs IA et données personnelles sur vos documents et contenus. Alors c'est sûr et certain sur à peu près tous les services. Je vais vous proposer une suite que je trouve vraiment pratique, puisque c'est vraiment l'équivalent de ce que j'avais chez Google, pour un tarif en dessous, en plus on va le dire, à savoir la Maïka Suite de chez Infomaniac. Donc Infomaniac, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent ici ? Ok, merci, quelques-uns, ça me rassure. Infomaniac, c'est un hébergeur de services qui est en Suisse et qui met vachement en avant la défense de la vie privée, tout en défendant l'écologie sans trop de greenwashing, puisqu'ils font beaucoup de travail sur l'énergie propre, ils font beaucoup de travail sur, en gros, contrebalancer leurs émissions d'énergie fossile, enfin, leurs émissions de CO2, utiliser plus longtemps leur serveur, ce genre de choses. Il y a aussi un truc qui a été mis en avant par Infomaniac, c'est le côté apolitique du fait qu'ils soient hors Europe et ainsi de suite. Oui, c'est ça. Et souvent, ils ont dit quand vous avez un problème avec vos données dans votre pays, que vous avez peur que le gouvernement regarde trop, ramenez-les chez nous. Nous, on est hors Europe, on est hors... Ils font la même chose avec l'argent, en fait. Oui, c'est ça. Oui, Ils font ça pour... Non, mais c'est un modèle qui est intéressant malgré tout. Hein. bien sûr. C'est ça, c'est sûr. Et donc, au niveau des services gratuits, vous aurez un drive avec 15 gigas de stockage, avec en gros Doc, un équivalent Google Doc, un Google Sheet et Google
Présentation. Ouais, présentation, je sais plus c'est quoi le nom. Et ça tourne sur la suite open source qui s'appelle OnlyOffice, pour ceux qui connaissent. Qui est très bien, qui fait le Donc, taf. qui est très bien, qui fait vraiment le taf. Ainsi qu'une adresse mail personnelle, donc avec plusieurs extensions possibles. Et pour 2 € par mois, le stockage montera à 1 teraoctet, contre à peu près 100 ou 200 gigas, je crois, pour le même prix chez Google. Et pour 10 € par mois, c'est carrément 6 téras de données que vous pourrez stocker sur votre Infomaniac. Oui, mais alors, par contre, je te ferais dire qu'ils font quand même de l'IA. Oui, mais bon, j'ai espoir que eux, ils ne se lancent pas dans une centrale à charbon pour l'alimenter. Mais oui, ça reste vraiment pas parfait là-dessus. J'utilise personnellement aussi ce service pour les backups de mes serveurs via leur service qui s'appelle Swiss Backup, qui ne coûte vraiment pas très cher pour ce dont j'ai besoin. Donc tu as fait un excellent dossier dans TechCraft. J'en ai fait un dossier Un dans très bon TechCraft. podcast à écouter d'ailleurs. Ouais, c'est ça, faut écouter TechCraft, c'est chouette. Mais il y a quelques semaines, je vous laisserai remonter là-dessus. C'est quand déjà? C'est tous les jeudis, Tous les jeudis, dès 21h. 21h. Et vous avez aussi la possibilité d'utiliser la suite Proton, qui est aussi hébergée en Suisse, qui propose une garantie de sécurité avec un chiffrement de bout en bout de vos mails et de vos documents. C'est 10 € par mois pour 500 gigas de données, avec 500 gigas de stockage, avec la possibilité de juste faire des documents, pas de sheets ni de présentation, 15 adresses mail, des noms de domaine custom pour vos adresses, un calendrier, un Google Agenda, un VPN et un gestionnaire de mots de passe. Il y a aussi un wallet pour les crypto-monnaies, mais je dis que je parlais des choses qui servent à quelque chose. C'est aussi un service que j'utilise, mais j'ai tendance à un peu craindre pour sa souveraineté quand son patron fait des gros appels du pied à des dirigeants qu'on essaye de fuir justement dans cette chronique. Vous aurez aussi bien sûr un petit peu de mal au début à changer parce que c'est pas exactement la même interface et les mêmes habitudes que vous aurez autre part. Mais et qu'il va falloir transférer toutes vos données. Mais dites-vous qu'au moins vos données seront plus en sécurité en Europe et hors d'atteinte du Patriot Act. Mais maintenant, on arrive dans le Relou Plus. C'est là que tu parles de Linux? Exactement. L'idée ici, c'est de vous ouvrir à une alternative à Windows et macOS. Pourquoi ? Parce que Windows fait des dingueries avec Windows 11, Copilot et les mises à jour et tout. Tu peux confirmer? Ah ouais, non, c'est naze. Ok. Ah, c'est clair, c'est naze. Et que Apple vous enferme dans son écosystème privé à eux. C'est naze aussi. C'est ton dernier épisode, c'est sûr. Ouais, mais j'assume totalement. Et je partirai avec lui. Le choix de Linux n'est plus aussi compliqué qu'à l'époque. De nombreuses versions proposent maintenant des interfaces graphiques très très proches de Windows, qui s'appellent entre autres KDE, et des processus d'installation simplifiés. Et vous n'aurez pas besoin du terminal dans 95% des cas. Tous les logiciels peuvent s'installer comme sur macOS depuis un App Store appelé Logiciel, qui regroupe en plus plusieurs sources différentes pour maximiser les avantages. Tu peux même rajouter les sources que tu veux si ton appli Oui, elle c'est est ça. pas dedans en plus. Hein. C'est C'est ça. ça qui est bien. Hein. C'est vraiment pas enfermé. en Ah tout non, cas. pas du tout. Si vous faites juste du traitement de texte ou des accès basiques à Internet, franchement, votre ordinateur tournera mieux et ça ne vous changera absolument rien. Et pour le jeu, ça fait 3 mois que je joue exclusivement sur Linux et j'ai pas eu de gros problèmes à rapporter. Après, bien sûr, faites-le si vous en avez envie et non parce que je vous dis de le faire. Parce qu'encore une fois, il y aura des frictions au début, le temps de l'installation et au début de l'utilisation. Et si on vous force, ça va juste vous saouler. Donc si on le fait, tu viendras pas nous taper si on le fait pas juste. Non, je m'en fous. Vraiment, moi je vous parle de moi je l'ai fait pour moi parce que je trouvais ça important pour mes données personnelles, mais faites-le si vous en avez envie. Je suis là juste pour vous ouvrir l'esprit en mode c'est possible, c'est pas très compliqué. De toute façon, on peut le lancer aussi, enfin on peut monter une VM pour Oui, c'est ça. pour Une le machine tester virtuelle. Une machine virtuelle, pardon. Oui, on tente le grand public là, arrête de. Hein. Et vous pouvez bien sûr, si vous avez un ordinateur portable qui traîne un peu, mettez un Linux dessus parce qu'il est peut-être inutilisable sur Windows, mais sur Linux ça tournera quand même beaucoup mieux. Et enfin, on va arriver au très pénible, mais je pense passer cette partie-là pour gagner un peu de temps, parce que c'est clairement pas intéressant. Et si vous êtes auditeur de TechCraft, vous aurez sûrement entendu parler du self-host, avec plein de services que vous pouvez vous-même installer sur votre serveur à vous et qui peuvent globalement tout remplacer. Et je vais juste dire un truc, quand il dit votre serveur à vous, ne voyez pas le serveur entreprise qui fait 15 kilos, qui est posé. Non. Un vieux PC qui traîne dans le coin depuis des années, ça fait serveur. Un mini serveur tout petit, enfin mini PC tout petit. Ouais, ça ou même marche. votre ancien PC qui traîne là, vous Ouais. savez pas quoi en faire. C'est Ça ça. marche. C'est fait pour. Et au pire, vous allez chez OVH ou chez Infomaniac et vous achetez Oui. un serveur et vous hébergez votre chose là-bas. Il y a globalement tout qui peut être hébergé, mais ça sort un petit peu du cadre grand public, puisque pour le coup, Ça même demande à un peu de l'usage, ça compétences. demande des compétences. Vous demandez à Kenton, il vous aidera. Ouais, c'est ça. Kenton vous aidera avec grand plaisir. C'est son boulot. Avec et plaisir. Il est content. Pour conclure ici, le but c'est clairement pas de vous faire la morale. Je suis un utilisateur de Gmail, de moins en moins quand même. Hein. Je regarde des vidéos sur YouTube, je commande parfois sur Amazon. Bon, j'essaye d'éviter. J'utilise Discord et surtout je suis encore obligé de travailler sur Windows dans un environnement professionnel. Mais je voulais vous présenter un peu ces alternatives tout à fait possibles pour reprendre un peu possession de vos biens numériques.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas maintenant. Je pense qu'on n'a pas trop le temps. Tu peux encore prendre 2 minutes. Ouais, 2 minutes, c'est très bien. On peut prendre encore 1 ou 2 minutes pour des questions si vous en avez. Sinon, ce sera sur le Discord de TechCraft ou en IRL après cet enregistrement. Attends, j'ai Ouais, tout tu ce l'as qu'il pas te faut. le Si. Rejoignez-nous sur Discord. discord.techcraft.fr. Voilà. Est-ce que vous avez un peu des questions dans le public? N'hésitez pas. Je prends ça pour un non. Et je crois que Hirslo, tu vas reprendre la parole pour la suite et la fin de cette émission. Oui, parce qu'on va lui redonner une petite partie. On a changé un petit peu le nom, mais ça sera le coup de cœur de la semaine, ça te va? Allez, c'est parti. Alors, dans cette partie, je voudrais qu'on fasse une petite pause dans la fuite en avant technologique et qu'on prenne le temps, quelques secondes. Alors, le maître du temps, Randall Flagg, va peut-être nous laisser parler. Est-ce que on pourrait pas regarder en arrière et se dire, tiens, il y a cet outil, cet objet technologique que l'on regrette. Ah, j'ai compris, tu veux repartir avec le Minitel? Non, tu peux, ça fera moins de place dans le coffre. J'ai plus le DVD de Kev Adams, malheureusement. Ce n'est pas un objet que je considère comme technologique. Alors, pour moi, ce qu'on regrette, ça peut être parce que ce fut un investissement important pour un service nul ou presque, ou bien parce que tu regrettes cet appareil génial que tu n'as plus, qui n'est plus utilisable aujourd'hui, qui n'existe plus. Et peut-être Kenton, je voulais commencer, mais non, je vais te laisser commencer. Ouais, bon, alors moi, c'est plutôt un regret, un achat de merde que j'ai fait il y a quelques années. Une antenne GPS Bluetooth. Est-ce que tu peux nous donner à peu près l'année? Oh là, c'était en 2007, un truc comme ça. D'accord. Il n'y avait pas encore le GPS dans les téléphones. Parce que, j'explique, j'avais acheté en fait un smartphone QTech 9100 qui tournait sur Windows Mobile à l'époque, tu vois, et qui se glissait comme ça et qui laissait la place à un immense clavier. Non, qui s'ouvrait. Un des deux, bref, je sais pas. Et je l'ai acheté sur un site d'achat tech qui était très réputé à l'époque. Pixmania, c'est possible? Oui, ça me dit quelque chose, ouais, voilà, c'est ça. J'ai acheté tout le truc avec la coque, le machin, et puis très rapidement, la charnière ou la glisserie, parce que j'ai eu les deux. Ça a pas tenu et je me suis retourné vers le vendeur qui m'a dit oui, vous inquiétez pas, on vous fait un bon d'achat, il y a aucun souci. Par contre, à utiliser en une fois et sur notre site. J'avais acheté un téléphone et machin, donc bon. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc acheter un QTech 9000, puis le 9100, celui qui était noté comme plus résistant. Mais du coup, il me restait encore un paquet de fric à remettre dedans, parce que ça faisait entre 1500 et 2000 balles les deux. Tu vois, à l'époque, c'était déjà les téléphones très chers quand tu les achetais à l'os. Du coup, j'ai pris une antenne GPS que je pouvais relier en Bluetooth avec le téléphone. Il a fallu que j'achète l'application GPS, parce que ça n'existait pas. J'avais pris... pas TomTom, l'autre. Oui. Il y avait l'autre Europa quelque chose là. Non, pas ça, c'était. Non, ça n'existait pas. Mais bref, un équivalent de TomTom, mais le concurrent. Et pour me rendre compte qu'en fait, au final, ça ne pouvait pas marcher, une antenne GPS à l'intérieur de la voiture dans une carrosserie métallique qui machin. Oui, en fait, tu aurais dû mettre ton antenne GPS sur la voiture. Ouais, il aurait fallu qu'elle soit aimantée ou je ne sais pas quoi. Et du coup, je me retrouvais avec mon truc sous le truc et ça captait une fois sur 18. À travers la fenêtre, oui. Ouais, j'aurais pu rouler comme ça avec l'antenne GPS, là, et je me suis rendu compte que ça ne marchait pas, que quand je le testais chez moi, ça droppait une batterie à une vitesse inqualifiable, et donc ça n'a jamais servi, et ça a fini, malheureusement, à la poubelle, quoi. Ouais. C'est triste. Bon. Et toi, alors, du coup? Moi, je vais vous parler de ce petit appareil. Ce petit appareil, c'est ce qui me manque. Ça, c'est un vieux Lumia 1520. Ah mince, je croyais que c'était un truc pour laver la glace sur les vitres. Non, ce n'est pas pour laver la glace. C'était un smartphone. C'est pas pour se promener la nuit quand on fait du vélo? Alors, à l'époque, on faisait encore des téléphones qui avaient un peu de peps. Là, je vois un téléphone rouge. Effectivement, c'est vrai que ça manque un petit peu la couleur. Et ce Windows Phone, parce que c'était un Windows Phone à l'époque, Microsoft faisait moins de la merde. D'ailleurs, c'était Nokia qui faisait ça. Avait à l'époque 32 gigas de stockage. Imaginez ce que c'était. Et un truc génial, il avait 2 gigas de RAM. C'était vraiment un monstre. Ah, oui. Pour l'époque, ouais. Et c'était pas un téléphone, c'était ce qu'on appelait à l'époque une phablette. Je sais pas si vous vous souvenez. C'était ces premiers téléphones qui faisaient 6 immense. pouces. À l'époque, vos téléphones faisaient 3 pouces et demi. Le mien en faisait 6. C'était génial. Après, t'avais une bordure énorme aussi. On est d'accord que la phablette, c'est la tablette avec 3 grammes. Ça, c'est toi qui je te laisse responsable de tes paroles. Moi, de mon côté, c'est vrai, ce que j'aimais beaucoup, c'était déjà l'OS qui était hyper simple, hyper pratique, et t'avais pas besoin d'y passer des heures dedans. D'un coup d'œil, tu voyais tout, et t'avais pas besoin de lancer ton application. Avec les fameuses tuiles.
Oui, les tulles dynamiques, les lifestyle. Oh, ça drop Voilà. name des noms de podcasts qui devraient revenir. Ou pas. Voilà. Et appareil que j'ai gardé longtemps, j'ai changé sa batterie, mais la batterie de remplacement n'a jamais fonctionné aussi bien, crée des instabilités. Et je l'ai changé au bout de 4 ans, mais voilà, c'était quelque chose que j'avais démarre trouvé. encore Pardon? Il démarre encore? Si tu le charges, oui. Ouais. Oui. Voilà, mais c'est assez génial et je m'en suis servi comme appareil photo pendant longtemps parce qu'il était bien au-delà de la qualité de ce qui se fait même, alors peut-être plus maintenant, mais pendant longtemps ils ont été vraiment top, c'était des photophones qu'on appelait à l'époque et c'était Nokia qui faisait ça, c'était génial. Mais je vais peut-être laisser la parole à Jackie parce que toi t'as un truc... à Moi, nous j'en ai parlé dans présenter. TechCraft, moi, mon regret. Ta jeunesse? Non. Pardon, c'est Bien joué. Non, en fait, j'avais j'arrive, t'inquiète pas, j'arrive. Je- Pas très loin. Hein. Je suis pas très loin. Moi, j'avais parlé d'un objet que j'avais beaucoup aimé, qui était, j'utilise l'imparfait avec presque des larmes, parce que c'est un petit GPS moto qui avait la taille d'une montre. Le Beeline Moto, ça s'appelait. Donc vraiment une montre que tu mettais sur la moto et ça indiquait le chemin à travers des flèches. Ça existe en vélo. Si tu peux le mettre sur ton cargo si tu veux. Et du coup, c'était super. Moi, je m'en servais pour me déplacer en moto parfois quand j'avais besoin de faire des randonnées, enfin des randonnées en moto. Entendez des road trips plutôt en moto. Et je l'ai perdu. Et il est tellement petit que je l'ai perdu. Je sais même pas. J'ai retourné la maison. Je sais pas où il est. Il a pas perdu en roulant, il a perdu chez lui. Ouais. Ça, c'est beau. Et comme on disait, Je sais même pas si je l'ai pas. Ça se trouve, je l'ai perdu d'une poche. Je sais pas où. Mais comme on en a discuté hier, le meilleur moyen pour le retrouver, c'est d'en racheter un. Mais tu sais, Parce que la semaine d'après, tu retrouveras celui que t'as perdu. Tu connais, c'est. Mais en fait, le problème, c'est que je peux pas racheter le même parce qu'en fait, il y a le nouveau modèle qui est sorti, qui est encore mieux. Ouais, voilà. Donc tu vois, si je rachèterai le nouveau et du coup, je retrouverai pas l'ancien parce que ce C'est sera vrai. pas le même. Peut-être que si, quand même. Mais ouais, ça c'est un bon regret. Ouais. Surtout que là, les beaux jours arrivent, on va commencer à repartir en moto se promener. Et... Ah, tu remettras à nouveau le doigt devant et en fonction du vent, tu tourneras. on s'arrête plus souvent. Et toi, Bigaston, t'as un truc Moi, c'est ça. Donc, c'est la Playdate. Donc, une petite console, donc jaune, bien flashy. On est Ouais, c'est d'accord, ça. ouais. Je préfère mon jaune. Je préfère le mien. Du coup, la Playdate, c'est une console qui coûtait, quand je l'ai acheté, à peu près 200 €, qui coûte 220 maintenant. Et l'idée, c'est que c'est une petite console transportable avec une manivelle, puisque c'est ça son argument de vente, c'est que tu as une manivelle qui peut servir d'input dans les jeux. Et moi, je regrette de ne pas suffisamment l'utiliser. Parce que c'est une console que je trouve exceptionnelle et qui est très cool pour les jeux qu'il y a dessus. Surtout quand tu l'achètes, t'as 24 jeux chouettes et bien foutus, fournis dessus avec. Tu peux en acheter d'autres et qui sont bien agréables à programmer dessus en tant que développeur, c'est super cool. Mais je la sors jamais parce que j'ai la flemme et que j'ai d'autres jeux à jouer et d'autres choses à faire. Mais je trouve que ça reste quand même le meilleur produit dans cette gamme-là des mini-consoles un peu fun, un peu rigolotes et que je vous le conseille quand même. Je peux pas ne pas vous le conseiller si vous êtes client de ce genre de choses, mais bon, pour ce prix-là, il faut avoir envie de mettre ce prix-là parce que ça reste quand même plutôt cher. Mais ouais, c'est vraiment une excellente console et je regrette de ne pas trop, de ne pas l'utiliser suffisamment souvent. Voilà. Alors en tout cas, elle est venue à Port-de-Rennes déjà. Oui, c'est elle ça. elle doit être contente d'être sortie. Oui, c'est ça. Elle est sortie de chez moi. Elle a fait, oh, je suis plus dans ma boîte. Merci Bigaston. Mais de rien. Et est-ce que dans le public, quelqu'un voudrait nous présenter un objet technologique qu'il ou elle regrette? J'ai encore une petite minute 30 pour qu'on vous donne la parole si ça vous dit un truc. Furby? Allez, C'était électronique, Shoutan, vas-y, viens, viens. Allez. Ah, je suis tellement. Le temps qu'ils viennent déjà sur scène, la minute C'est ça. sera Alors, passée. Shoutan, une vraie minute. Une vraie minute, Shoutan, pas une minute à toi. Oui. C'est parti. Alors. Non, Tu n'as plus que 40 secondes. Bonjour, Non, monsieur le Premier ministre. Donc le Furby, ouais, c'est un jouet, c'est une peluche vivante entre guillemets, qui normalement apprenait des choses quand on lui parlait, etc. Mais c'était beaucoup de bullshit en fait. Il n'y avait pas de micro. Elle avait juste des choses préprogrammées qui se déclenchaient au bout d'un certain temps. Voilà. Mais bon, c'était rigolo et ça faisait bien l'effet. Et puis il y en a plus. Et il y en a eu tout plein d'un coup. Puis là, pouf, il y en a plus. Et on a pu voir un Furby géant dans les Mitchell contre les machines.
Et ça m'a fait très plaisir. Mais tu penses pas qu'avec l'IA maintenant il y a de nouveaux jouets qui risquent de sortir? Eh ben, justement, je préfère le Furby. Parce que au moins c'est du bullshit. Je crois qu'on a un deuxième objet. Oui, un deuxième objet. Ah, c'est sur le Furby à nouveau? Alors pour le Furby. Il y a une deuxième utilisatrice de Furby. Grosse utilisatrice et collectionneuse de Furby. Ceux de 2012, je les ai tous quasiment. Les nouvelles générations qui sont sorties l'année dernière, on l'a acheté pour notre fille parce qu'on adore les Furby. Et en fait, c'est une grosse déception parce qu'ils apprennent. Enfin, bon, ils apprenaient pas grand-chose, mais au moins ils évoluaient. Ils avaient plusieurs personnalités et tout. Et les nouveaux, c'est juste un truc qui clignote et qui fait un peu de bruit. Avant, on avait des interactions avec le téléphone, on les nourrissait. C'est con, hein, mais c'était bien rigolo. Ouais. C'était beaucoup mieux avant. Donc voilà, les nouvelles générations sont nulles. Les vieilles générations sont mieux. J'arrête pas de le dire. Merci. Effectivement, c'était mieux avant. Merci beaucoup. Bon, mais Kenton, je crois que tu vas conclure. Effectivement, c'est ce qui conclut un peu cet épisode. On va essayer de faire pile dans les timings, ça va être vachement bien. On vous remercie d'avoir été là, d'avoir interagi avec nous, ça nous fait super plaisir. Juste pour vous dire... TechCraft en live, tous les jeudis dès 21h, sur live.techcraft.fr. Si vous voulez nous suivre le jeudi, c'est par là que ça se passe. A priori, on rate quasi aucun jeudi. Bon, Flag vous dira le contraire, bien sûr, à part quand on est malade ou si c'est les vacances scolaires, mais en général, on est tous là. Vous pouvez intervenir avec nous dans le chat. Comment ? À 3. À 3 minimum. Oui, on est 8, mais en dessous de 3, on ne fait pas d'épisode, mais c'est extrêmement rare. Sinon, on fait ça comme ça. Les gars, on est contents, c'est passé, le stress est passé. Quel stress. On est très contents d'avoir été là ce soir. On espère que de ce soir, c'est le réflexe de l'émission, c'est incroyable. Quoi. 12 ans. Eh ben oui. On espère que ça vous aura plu et nous, il nous reste à vous dire à plus. Bye bye. Ciao. Salut tout le monde. Merci à tous.